Toutes les vidéos de Cosa sont faites par nos petites mains et mises à disposition gratuitement. On se casse le croupion pour vous faire On y passe beaucoup de temps et on y investit beaucoup d'énergie. Alors n'hésitez pas à les partager et à en parler autour de vous. Et aussi à soutenir financièrement les mauvaises herbes sur Hello Asso. Tous vos dons repartent directement dans la production, pour qu'on continue et qu'on améliore nos projets, mais aussi pour vous proposer toujours plus de contenu avec du meilleur matériel. Et puis vous imaginez même pas le budget bouffe que représente Odette. T'as dit quoi, gros piaf? Rien, envoyez l'épisode. Dites, monsieur Lapi, désolé de vous déranger, mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu une mare? Une mare? Bah oui, j'ai entendu dire qu'une nouvelle mare avait été installée dans le coin. Ah, ça me dit rien. Comment ça, une nouvelle mare? Oui, bah en fait, mon ancienne mare a été asséchée et bouchée pour construire un parc central ou un truc comme ça. Oh, un center park? Ah oui, dur. Et du coup, pour compenser, ils en ont construit une autre plus loin, c'est bien ça? Oui, compenser, c'est ça. Mais bon, sans vouloir être désobligeante, j'aurais quand même préféré garder ma mare. Pourquoi c'est à nous de déménager? On devrait avoir des droits quand même. Ah, mais ma petite dame, des droits, vous en avez plein. C'est juste que c'est pas souvent pris en compte. Comment ça? Eh bien, ma bonne amie, vous avez bien de la chance d'être tombée sur moi. Je fais partie du meilleur cabinet de vulgarisation de droit de l'environnement du monde. Nous allons pouvoir examiner votre dossier et vous expliquer tout ce qui est mis en place pour faire valoir vos droits. Qui ça, nous? Eh bien, moi et ma partenaire... Odette, non! Pas manger! Pas manger, Odette! Ah, une chouette! Pitié, ne mangez pas! Pourquoi pas manger? Ah, elle n'est pas encore abonnée? Oui, déjà, mais surtout, c'est notre nouvelle cliente. Ah, pardon pour le malentendu. Loin de moi l'idée de dévorer notre clientèle. Vous êtes? Complètement flippée. Non, elle demande votre prénom. Célestine. La mare de Célestine a été bouchée pour faire un center park. Oh, dur! En même temps, très intéressant comme sujet. Vous allez tout nous raconter. Attends, peut-être qu'elle veut se reposer d'abord. Depuis le temps qu'elle marche, elle doit vraiment en avoir... Non! N'y pense même pas. Bon, ok, générique. Commençons par votre statut. Vos parents, ils étaient quoi dans la vie? Ils étaient sonneurs à ventre jaune. Cela veut donc dire que vous aussi, vous êtes une sonneuse à ventre jaune. C'est ça votre expertise? C'est important l'espèce à laquelle vous appartenez, parce que le droit des humains concernant les animaux sauvages fonctionne selon les espèces. En fait, quand ils ont compris qu'il y en avait plein qui disparaissaient, ils ont fait des directives. Des directives? Ouais, des directives. La directive Oiseaux d'abord, en 1979, et la directive Habitat ensuite, en 1992. Mais qu'est-ce que c'est que ces directives? La directive Habitat établit une liste d'habitats naturels. Donc des habitats qui ont une valeur propre au lieu. Et d'habitats d'espèces. Où la protection de l'habitat est justifiée parce qu'il y a une espèce spécifique présente. Cette liste d'habitats doit présenter un intérêt particulier. Et pour que l'habitat ait un intérêt particulier, il faut remplir au moins une des 3 conditions suivantes. Un danger de disparition dans l'aire d'habitat, une aire de répartition très restreinte, naturellement ou du fait de l'homme, ou un habitat très caractéristique de sa région. Et ces habitats que l'Europe a protégés, ça s'appelle des zones Natura 2000. L'autre directive, c'est la directive Oiseaux, qui va venir établir un régime général, un système de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire de l'Union européenne. L'idée, c'est de poser un niveau de population d'oiseaux basé sur les exigences écologiques des espèces. Maintenant, plongeons à notre échelle nationale. En 2016, la loi pour, je cite, « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » Ah oui, rien que ça. introduit l'article L411-1 qui va reprendre l'approche européenne pour protéger certains animaux. Mais comment ça, l'approche européenne? On va retrouver l'approche par espèce et par habitat du niveau européen, mais aussi les critères qu'on vient de voir. Pour protéger une espèce, en France, il faut qu'il y ait un intérêt scientifique particulier, ou un rôle essentiel dans l'écosystème, ou encore une nécessité de préservation du patrimoine naturel. En français, concrètement, ça veut dire qu'on donne de la valeur aux espèces en fonction de leur rareté ou de leur utilité, et pas parce qu'ils sont sympas ou qu'on les aime. De plus, on cherche à avoir de la diversité dans nos milieux. On veut le plus d'espèces différentes, le plus d'habitats possible. Et à cela s'ajoute une autre approche, dite écosystémique. C'est-à-dire que plus des espèces vont être intéressantes pour un habitat, ou dans l'écosystème local, plus on va les valoriser. Même si, comme vous l'avez tous vu dans l'épisode précédent, cette approche a de grosses limites. Et c'est la loi qui va dire quelle espèce est concernée?
Non, c'est pas son rôle. C'est le gouvernement qui va produire des arrêtés pour faire les listes des espèces protégées. Et là, il y en a plein de différents. On a la liste des mammifères terrestres, celle des mammifères marins, des oiseaux, Des amphibiens, des reptiles, des poissons. des mollusques, des insectes, des espèces végétales. Ah, et tiens, regardez quelle espèce on trouve dans l'arrêté qui fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés. Juste là, dans la catégorie des discoglossidés. Le crapaud accoucheur? Non, juste en dessous. Ah, Bambina variegata, le crapaud sonneur à ventre jaune. Eh oui, vous êtes bel et bien protégés. Ah, mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de péter ma mare. Alors, c'est plus compliqué que ça. Comment ça, elles sont pas protégées, les espèces protégées? Alors en fait, le décret protège de manière brute et efficace. Atteindre à une espèce protégée est un délit. Ça veut dire que la première personne qui leur fait du mal, ça va être directement des amendes et ou de la prison. C'est ce qu'on appelle de la répression pénale. Ah, donc ils ont pas le droit de toucher à ma mare. Eh bien en fait, il a été prévu une possibilité de déroger à cette protection, si le projet doit être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. La directive Habitat, qu'on a évoquée plus tôt, prévoit que l'on peut déroger pour des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique, ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Comment ça? Les seules précisions sont que l'intérêt doit être sur le long terme et concerner l'ensemble de la société. Du coup, c'est les juges qui ont dû préciser cette notion au fur et à mesure des procès. Déjà pour le juge, il faut que le projet soit démontré comme indispensable. Par exemple, en 2013, le Conseil d'État a établi qu'un projet de création de zone d'activité, n'étant pas une réalisation indispensable pour la société, elle ne constituait pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour cette analyse de l'indispensabilité, on va d'ailleurs regarder s'il n'y a pas d'autres solutions satisfaisantes. En 2012, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs posé un principe clair. Il faut que le porteur de projet démontre qu'il a examiné toutes les autres solutions, qu'elles ont été présentées publiquement et que la solution choisie est celle qui convient le mieux. Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne... Ah oui, tu vas parler de l'affaire Solvay contre Région Wallonne. Ah ouais, c'est super intéressant parce que... Oui, 2 secondes, monsieur, je connais plein de jurisprudence et je cite plein de tribunaux que personne connaît pour avoir l'air d'un gros malin plein de plumes. Ok, mérité. Je disais donc, la Cour de justice de l'Union européenne a établi, je suis sûre que tu le sais déjà, qu'il fallait faire une balance entre l'objectif du projet et l'objectif de conservation des habitats et des espèces. On va donc analyser les conséquences du projet et leur irréversibilité. Par exemple, si un parc éolien implique des risques de mortalité pour une centaine d'espèces protégées, ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, inversement, dans cette balance, on va aussi prendre en compte d'autres critères que l'environnement, comme la création de l'emploi, l'apport de services. Tout peut être bon pour justifier d'un intérêt public majeur. Et c'est là le danger de laisser les juges décider. C'est extrêmement subjectif comme balance, et ne pas avoir de critères fixes, c'est risqué. On peut avoir des juges qui font du zèle dans les deux sens. Parfois, ils reconnaissent l'intérêt public majeur pour déroger, et d'autres... Pour des Bernards. Et il est tout le temps comme ça? Non, mais laisse-le. Fais pas attention. Et parfois, le juge refuse de reconnaître cet intérêt public majeur. Bon, la majorité est nuancée. Mais reste quand même que ça devrait être établi par nos gouvernements ou nos représentants, qu'on devrait démocratiquement s'exprimer pour déterminer ces critères-là. Et une fois que la dérogation s'applique, on ne laisse pas non plus comme ça à l'arrache le porteur de projet faire ce qu'il veut. On applique alors un truc sacré, la séquence ERC. Éviter, réduire, compenser. C'est une séquence de principes posée par le droit européen. L'idée, c'est que quand on a un projet qui va venir impacter l'environnement, on va essayer d'abord d'éviter d'avoir cet impact. Ensuite, on va essayer de réduire ce qu'il reste de l'impact, et ce qu'il reste à la toute fin, on va payer pour le compenser. Ah oui, compenser, comme ils ont fait avec ma mare. Oui, ça veut dire qu'on va attribuer une valeur écologique à chaque élément protégé ou à préserver qu'on détruit. Ils vont donner cette valeur à l'administration qui gère ces espaces, souvent l'OFB ou l'ONF, qui va alors se charger de compenser les dégâts. Concrètement, on déboise un hectare, on paye son prix à l'ONF qui replante un hectare autre part. Concrètement, ils ont bouché ma mare pour en reconstruire une autre quelque part, super. Mais moi, ça fait des jours que je la cherche, cette nouvelle mare. Le problème en France, c'est qu'on a tendance à sauter très vite à la fin de la séquence ERC. Les porteurs de projets ont très envie de compenser, mais surtout pas de réduire ou d'éviter. Parce que pour eux, compenser, ça veut dire sortir un chèque plus ou moins élevé à l'administration qui se chargera de replanter la forêt ou de creuser un trou pour les mares. Bon, après, il y a quand même des critères pour ces compensations. Elles doivent absolument permettre de maintenir les espèces protégées dérangées dans des conditions de vie pérennes. Dérangé? Mais c'est pas un peu léger pour qualifier la destruction d'un habitat? Non mais te formalise pas. Tu sais, les termes en droit... En vrai, il y a plein de problèmes à cette approche. Déjà, personne n'a pris le temps de nous expliquer clairement ou de nous emmener à notre nouvelle mare.
Et oui, encore une fois, on s'en fiche des animaux protégés. C'est l'espèce et l'habitat qui sont la cible de ces politiques. Ensuite, c'est quand même une tâche pas facile de recréer artificiellement un milieu sauvage fragile. C'est une architecture sacrément complexe. Et avoir l'arrogance de croire qu'on peut recréer à l'identique ce que la nature a mis des centaines d'années à faire, c'est vraiment humain. Non, et puis, ces compensations, elles sont calculées avec une approche surfacique. C'est-à-dire qu'on va mesurer la taille de la mare, et puis hop, on refait la même taille autre part. Peu importe la qualité, l'efficacité, le rôle avec les habitats autour, rien. Des scientifiques se sont penchés sur l'efficacité des mesures compensatoires. Dans une étude du Muséum d'histoire naturelle, ils ont évalué que 80% de ces mesures ne compensent pas les destructions des milieux naturels. En fait, ta nouvelle mare, déjà, tu le trouveras peut-être jamais. Mais en plus, si t'arrives là-bas un jour, je peux te dire que tu vas déchanter direct. Oublie tes rêves de jeune crapaud. Un vieux trou d'eau tout paumé, on est loin du palace de Batracien. Le pire, c'est que ce problème est connu. Un rapport du Sénat sur ces études a été publié le 25 avril 2017. Il pointe notamment la confusion qui existerait entre l'évitement et la réduction des mesures. L'autorité environnementale précise aussi que l'évitement constitue la partie essentielle et première dans la logique ERC, mais ajoute que cette partie est très souvent la partie pauvre des dossiers examinés. Normalement, la séquence ERC a vraiment été pensée comme un entonnoir. Le porteur de projet qui a donc le droit de déranger des espèces protégées doit d'abord tout faire pour éviter et réduire les impacts. Et c'est seulement à la fin qu'il paye la compensation de ce qu'il reste. Là, le problème, c'est qu'en évitant les 2 premières étapes, les compensations vont porter sur des impacts beaucoup plus gros. Ce qui fait que les sommes qu'elles représentent sont énormes, et que les travaux pour les réaliser se multiplient beaucoup trop pour être faits correctement. Globalement, on pourrait éviter ça si les juges étaient plus stricts sur les dérogations accordées, mais aussi si on insistait plus sur la nécessité d'éviter et qu'on améliorerait l'expertise dans ces domaines. Bon, merci pour tous ces renseignements. Mais en attendant, j'ai pas plus avancé pour trouver ma mare. Ne t'en fais pas, on va t'aider à la trouver. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner et ça vaut pour vous aussi si vous ne voulez pas louper nos prochaines enquêtes. À qui elle parle là? Abonne-toi. Non mais laisse, Abonne-toi. c'est compliqué. Abonne-toi. Et tu partageras la vidéo, il a dit. Allez, s'il te plaît, abonne-toi. Allez, tu t'abonneras, dis oui. J'ai vraiment envie que tu t'abonnes.